Alors, on est jeudi 23 avril 2026 et aujourd'hui on fait une plongée vraiment, presque surréaliste en fait. Imagine un peu, le maire d'un tout petit village de, allez, 600 habitants, dont le pire souci d'habitude c'est l'organisation de la kermesse, quoi. Ouais, le genre de truc super tranquille. Exactement. Et là, du jour au lendemain, le gars se retrouve propulsé commandant en chef sur un champ de bataille. Et il doit repousser un ennemi qui est invisible, hyper toxique et qui est sur Terre depuis des milliards d'années. C'est un vrai scénario de science-fiction, en fait. Totalement. Et pourtant, c'est la réalité vertigineuse qui se passe en ce moment même dans le Grand Est de la France. Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette région, qu'on appelle souvent le château d'eau de la France, gère ces défis climatiques. Et le truc important, c'est qu'ils le font pas avec des énormes directives bureaucratiques qui viennent d'en haut, tu vois. Voilà. C'est vraiment des solutions locales, mais avec des technologies ultra innovantes. Et on tire toutes ces infos d'une conférence très pointue qui s'appelle Cyclo Grand Est. C'est ça. Et c'est pas un sommet politique classique avec des costards cravates partout. C'est vraiment là où les maires ruraux et les agriculteurs, genre avec les bottes pleines de boue, rencontrent les ingénieurs et les startups. Et le contraste est génial. Les petits étangs tranquilles d'un côté et les algos de l'autre. Ça montre bien que l'eau, c'est vraiment devenu le point de bascule de notre adaptation au climat. Absolument. L'eau, c'est plus juste le truc qui coule quand on ouvre le robinet, quoi. C'est clair. Bon, décortiquons tout ça parce que moi, la première question que je me suis posée en lisant les sources, c'est comment on fait matcher les problèmes super concrets d'une petite mairie avec des chercheurs pointus. Ça paraît impossible comme grand écart. La région Grand Est et le Polydréos, ils ont trouvé une méthode vraiment maligne. Ils appellent ça un atelier de sourcing. Un atelier de sourcing, d'accord. Ouais, en fait, ils ont inversé le problème. Au lieu d'avoir des startups qui cherchent désespérément à vendre une techno à quelqu'un, ils ont demandé au territoire de lister leurs pires cauchemars. Leur pire problème lié à l'eau. C'est ça, genre les déchets sous l'eau, les sols secs, les algues toxiques. Et en face, les innovateurs avaient exactement 5 minutes pour pitcher leur solution. Ah ouais, 5 minutes chrono, c'est vraiment le Tinder de l'innovation hydrique, ce truc. T'as un problème, tu swipes et paf, t'as un match avec un ingénieur. C'est exactement l'idée, ouais. 17 solutions ont été présentées comme ça. Sans jargon, juste de la mécanique pure. Et l'un des matchs les plus mémorables, c'était pour Strasbourg. L'Eurométropole cherchait un moyen d'enlever les déchets qui flottent sous la surface, entre deux eaux. Et moi, je pensais direct à des robots ou des gros filets, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'on imagine tous. Mais la solution qu'ils ont retenue, celle de la boîte EcoCube, c'est physiquement brillant. C'est basé sur la dynamique des fluides. C'est le truc avec les bulles, c'est ça? Ouais. Au lieu de mettre une barrière physique qui bloquerait les bateaux ou les poissons, ils mettent des tuyaux pour eux au fond du canal, ils envoient de l'air sous pression, et ça fait un mur dense de bulles. Un jacuzzi géant, en gros. Un peu. Mais l'idée, c'est pas juste de faire des bulles. En remontant, ces bulles créent un énorme courant d'eau ascendant. Et c'est ça qui est dingue. Le courant remonte, tape la surface et se transforme en courant horizontal. Donc en fait, c'est un mur d'eau invisible qui pousse physiquement les canettes et les plastiques vers le bord. Exactement, sans aucun obstacle solide. C'est hyper élégant. Reponcer du plastique avec de l'air, j'adore. Mais bon, ça, repousser des déchets, c'est presque un jeu d'enfant par rapport au cauchemar du dossier suivant. Ah bah là, on passe à un ennemi qui est invisible et qui peut carrément ruiner une économie locale. Ouais, l'histoire de Mittersheim en Moselle. C'est le fameux village de 600 habitants dont je parlais au début. Et qui passe à 4000 l'été, faut le rappeler. Oui, grâce à un étang géant de 250 hectares, avec camping et base nautique. Et d'un coup, bim, invasion de cyanobactéries. Ce qu'on appelle souvent à tort les algues bleues, ouais. Voilà, et les chiffres que donne le maire Jean-Luc Hubert, c'est terrifiant pour une petite commune. D'habitude, une analyse d'eau, c'est 30 €, mais en cas d'alerte, ça passe à 300 € tous les 8 jours. Et si tu fermes la baignade en plein mois d'août? C'est 30 000 € de pertes sèches pour la mairie en 2 semaines. Et je te parle même pas de la boulangerie du coin ou des restos qui coulent. Mais attends, il y a un truc que j'ai besoin de clarifier. Les algues, c'est la nature, non? Ouais, bien sûr. Alors pourquoi ça devient soudainement une crise d'ingénierie qui demande un tel arsenal? Genre marée noire. Elles sont là depuis le début, en fait, dans les sédiments. Elles ont même inventé la photosynthèse il y a milliards d'années. Ok, donc elles étaient là bien avant nous. Tout à fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est le combo réchauffement climatique et eutrophisation. C'est un déséquilibre profond. À cause de nous, du coup. Ouais, à cause des ruissellements agricoles, du phosphore, de l'azote. C'est un garde-manger géant au fond de l'étang.
Tu ajoutes des canicules à 30 degrés. L'étang devient un incubateur géant. C'est ça. Les bactéries se réveillent, mangent tout, prolifèrent et lâchent des toxines qui attaquent le foie et le système nerveux. Le maire disait que c'est tragique. 30 degrés dehors, l'eau a l'air bonne et il doit payer des maîtres nageurs pour empêcher les gens de se baigner. Mais du coup, comment on tue une bactérie millénaire sans balancer des tonnes de javel et détruire tout le lac? C'est là qu'intervient la boîte Softchem avec une solution physique, les ultrasons. Ah oui, l'histoire des ultrasons, c'est super précis comme technique, non? C'est chirurgical. En fait, la cyanobactérie, elle a des toutes petites vésicules de gaz à l'intérieur. C'est comme le ballast d'un sous-marin. Ça lui permet de flotter pour choper le soleil. D'accord. Donc Softchem balance des ultrasons à une fréquence hyper spécifique, genre 28 kHz. Les vésicules entrent en résonance et explosent. Et la bactérie coule au fond et meurt de faim? Franchement, sur le papier, c'est l'arme absolue. Ouais, sur le papier. Sauf que la nature, s'adapte. C'est ça. En lisant les rapports des ingénieurs, on se croirait dans un thriller. La bactérie mute hyper vite. Elle change la taille de ses vésicules pour plus être sensible à la fréquence. En quelques semaines, tes ultrasons à 28 kHz, c'est juste de la musique de fond pour elle. Du coup, les ingénieurs ont dû s'adapter en temps réel. Ils ont utilisé un truc qui s'appelle l'effet hétérodyne, c'est ça? Ouais, un concept qui vient des télécoms. Au lieu d'une seule note, le système superpose plein de fréquences, entre 20 et 50 kHz. Ça change tout le temps. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme si on forçait la bactérie à danser sur un morceau où un DJ fou change le rythme, le tempo et la mélodie toutes les 2 secondes. Super image, ouais. Elle finit par trébucher. Le chaos acoustique est tel que la bactérie a même pas le temps de muter. Elle est prise de court. Mais il y avait un gros problème physique. L'eau absorbe le son super vite. C'est le vrai mur de cette techno. À 50 mètres, le son s'arrête. Pour un lac de 250 hectares, il faudrait des centaines d'émetteurs. C'est hors de prix pour Mittersheim. Et c'est là que la solution japonaise, Nanotherm, rentre en jeu. Et là, on parle de nanobulles. Faut vraiment qu'on explique l'échelle du truc. Ah oui, c'est microscopique. Une macrobulle dans du Perrier, ça remonte et paf, ça éclate. Une microbulle, ça flotte un peu, mais une nanobulle, c'est tellement petit que ça peut même pas percer la surface de l'eau. Ça reste coincé dessous et ça voyage sur des kilomètres. C'est ça. Et l'équipe a fait une découverte incroyable, presque par hasard, avec un partenaire sud-africain. En balançant ce brouillard de nanobulles en même temps que les ultrasons, la portée du son passe de 50 à 200 mètres. C'est fou, les bulles transportent le son. Ouais, mais il y a mieux. Quand l'onde de choc tape la nanobulle, elle crée une implosion hyper violente. La cavitation. Ça déchire l'eau carrément. Littéralement. Ça libère des radicaux libres qui vont attaquer et détruire chimiquement les cyanobactéries autour. On passe du son à la guerre chimique moléculaire. Mais du coup, avec des implosions pareilles, il faut pas que ça tue les poissons. J'ai vu qu'ils ont fait des tests avec des facs allemandes pour être sûr que ça blesse pas les branchies. Exactement. L'innocuité est super importante. Surtout que le terrain est chaotique. En été, le lac de Mittersheim sert à alimenter le canal de la Sarre, donc le niveau de l'eau baisse, parfois la plage recule de 50 mètres. Ouais, tu peux pas juste visser le système au fond de l'eau, sinon on se retrouve à sec. Ils ont dû faire des flotteurs robotisés. Et il faut faire hyper attention à la puissance, parce que si on y va trop fort, ça détruit les algues, oui, mais ça remue tout le fond de l'étang. Le fameux garde-manger toxique dont on parlait. Exact. L'ingénieur disait que s'ils font ça en juillet, juste avant le grand triathlon régional organisé dans l'étang, des boues vertes et malodorantes remontent et l'événement est mort. Donc tout est piloté de Paris au millimètre. Faut réguler, surtout pas éradiquer brutalement. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, cette gestion millimétrée d'un seul lac, ça nous amène au vrai gros morceau de la conférence. Ah oui, l'agriculture. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai tiqué. Parce que quand on pense agriculture et eau, on pense direct à des immenses canons à eau qui pompent tout. Ouais, l'image du gaspillage, quoi. Mais les données de l'Alsace, c'est un autre monde. Sous les pieds des Alsaciens, il y a une nappe phréatique gigantesque. 35 à 50 milliards de mètres cubes d'eau, alimentée par les Vosges et la forêt noire. Et Christian Schott, de la Chambre d'agriculture, il casse tous les clichés là-dessus. Sur toute cette eau dispo, l'irrigation, c'est seulement 3,5% des prélèvements de la région. C'est rien du tout. Et en Alsace, ils utilisent 1400 mètres cubes d'eau par hectare. La moyenne en Europe, c'est 4000. Traite 3 fois moins. Et la taxe qu'ils utilisent pour faire ça, c'est dingue. Les agriculteurs payent l'eau chère, genre 400 € l'hectare, donc pas question de gaspiller. Ils mettent des sondes tensiométriques partout dans les champs. Alors, là, faut bien expliquer. Parce qu'une sonde tensiométrique, c'est pas juste un capteur qui dit « Tiens, la terre est sèche ». Le principe physique est tout autre.
En fait, la sonde mesure le potentiel matriciel du sol. Le potentiel matriciel, c'est un peu abstrait ça, non? Ouais. Pour utiliser une image concrète, imagine que tu essayes de boire un milkshake très épais avec une paille. L'effort que tu vas fournir pour aspirer le liquide, c'est la tension. Ah, je vois très bien. J'ai mal au jour rien d'y penser. Voilà. Le sol agit exactement comme ce milkshake. Plus la terre s'assèche, plus elle retient fermement les molécules d'eau, par capillarité. La sonde, elle mesure l'effort que les racines de la plante vont devoir faire pour boire. Donc ça lie pas le niveau d'eau, ça lie le stress de la plante. Exactement. Le capteur bip au moment exact où le maïs commence à trop forcer. Et ensuite, ils croisent ça avec des algorithmes météo pour calculer l'évapotranspiration. Ils font la somme de ce que le sol évapore plus que la plante transpire chaque jour. C'est de la compta moléculaire en fait. Et derrière, la mécanique s'adapte. Avant, une pompe, c'était allumé ou éteint. Maintenant, avec l'aide de la région, ils ont des pompes à débit variable. L'électronique module la puissance selon la demande exacte des sondes. Ils économisent jusqu'à 50% d'électricité. Alors, la prouesse technique, elle est ouf, mais et j'ai vraiment eu ce malaise en lisant, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'optimiser l'orchestre sur le Titanic là? Comment ça? Mettre des capteurs ultra sensibles pour continuer à faire pousser du maïs qui boit énormément d'eau en pleine crise climatique, c'est pas un non-sens? Est-ce qu'il faudrait pas juste arrêter le maïs? C'est une vraie critique et même les experts de la conférence le disent. La technologie, si tu la couples pas à un changement agronomique, c'est une impasse. Voilà. Donc, la recherche bosse sur des nouveaux maïs qui consomment 15% d'eau en moins, mais la vraie solution de fond, ce qu'ils appellent fièrement le bon sens paysan, c'est restaurer le sol. Remettre du carbone dans la terre, c'est ça. Précisément, ils laissent les résidus de culture en surface, ça fait un paillage naturel qui bloque le soleil et l'évaporation, et en remettant de la matière organique, tu changes la structure de la terre. Le carbone transforme l'argile en éponge géante. Et donc, ça stocke des milliers de litres d'eau de pluie, ça évite le ruissellement. La grosse pompe high-tech, finalement, elle est juste là pour gagner du temps, le temps que le sol refasse son boulot naturel. C'est exactement ça. Et il y a une super anecdote d'un agriculteur à la conférence. Ah oui, l'histoire des papillons, hein. Oui. Il raconte que leur bassin d'irrigation artificielle crée des micro-écosystèmes de dingue. En pleine canicule, quand tout suffoque, t'as des nuées de papillons, d'oiseaux, d'insectes qui viennent boire aux micro-fuites du système d'irrigation. La biodiversité qui s'adapte à l'infrastructure humaine pour survivre. C'est tellement poétique au milieu de tous ces capteurs. L'irrigation devient un point de survie pour tout l'écosystème local. C'est l'interconnexion parfaite. En fait, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, c'est un vrai changement de paradigme. On a toujours l'impression que le climat, ça se gère à coups de grands traités internationaux ou de réunions politiques stériles. Les fameuses COP à l'autre bout du monde. Voilà. Mais là, la conférence prouve que la vraie ligne de front, elle est locale et microscopique. Ça se joue sur un filet de bulles à Strasbourg, sur des ondes acoustiques contre une bactérie en Moselle ou sur l'effort de succion d'une racine en Alsace. C'est du concret. C'est le triomphe de l'expérimentation locale. Les mairies peuvent plus attendre une solution miracle de Paris ou de Bruxelles, ils ont besoin de solutions sur mesure pour la géométrie de leur propre lac. Et ça, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est fou de se dire que la prochaine fois qu'on croquera dans un légume local ou qu'on se baignera dans un petit lac de campagne, derrière, il y a une ingénierie invisible de malade. L'eau, c'est vraiment devenu un domaine de haute technologie, c'est indéniable. Mère rurale est en train de muter. Le gars n'est plus juste là pour l'état civil ou réparer les nids de poules. Ah bah non, il doit devenir un vrai chef de projet en géo-ingénierie locale. Exactement. Il doit maîtriser l'armement acoustique, la biologie évolutive des algues, la mécanique des fluides, juste pour assurer la survie économique de son village. Piloter une commune, c'est devenu piloter un écosystème sous assistance respiratoire. C'est clair. Derrière chaque petit paysage de carte postale, il y a maintenant une salle des machines hyper complexe. Ouais. Bon, merci d'avoir exploré tout ça avec moi. C'était dense, mais fascinant. Merci à toi, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. Et merci à notre audience d'avoir suivi cette plongée avec nous, des laboratoires high-tech jusqu'au fond des sols alsaciens. Gardez un œil sur ces guerres invisibles et à très bientôt pour de nouvelles explorations. À la prochaine!